Bonjour. Nous sommes sur une initiative du PCB Insights 2020. Merci beaucoup de votre présence et de votre participation. J'ai le plaisir de modérer ce panel sur le thème « Le RGPD à 2 ans. Cette réglementation est-il un succès en matière de sécurité de l'information et comment évoluera-t-elle dans les 2 prochaines années ?» Génial, c'est chaud le temps. Hein? Bon, qui sont nos experts invités? On commence. Ouais, je m'appelle Josina et maintenant je passe à Peter Gellen, Managing Partner chez CyberMinute, propriétaire et consultant chez Quest for Security, avec plus de 20 ans d'expérience dans la sécurité de l'architecture de l'entreprise, la gestion des identités et des accès, y compris confidentialité, protection des informations et des données, cybersecurity et sécurité de cloud, ISO 27001, Master, CDPO, Fellow in Privacy, auditeur principal accrédité 27001, 9001, CIH, formateur accrédité et autorisé pour le PCB, le IAPP and ISAC, and ISC Score. Wow! Notre deuxième panéliste invité est Adrienne Chambad, est président du cabinet O'Neill Hawks, une société française basée à Lyon, issue d'une formation d'ingénierie et développement informatique. Il a travaillé plusieurs années dans des grands groupes aéronautiques et dans les data centers sur des solutions bancaires, dans la gestion des projets et la gestion des produits internationaux. Depuis 5 ans, il s'est spécialisé dans la sécurité informatique et la conformité, ouvrant le domaine du conseil, de la formation, de l'audit, de la remédiation en réponse à incidents. En parallèle, il est également investi dans des structures rattachées au gouvernement français pour traiter des sujets de souveraineté, de sécurité et de justice. Modérateur BCB Insight de l'année dernière, 2019, et il intervient cette année en tant qu'expert de RGPD et ISO 27001 du référentiel sur lequel il est certifié pour le PCB. Et notre dernier panéliste est Robert. Robert a 54 ans, marié et père de 6 enfants, d'origine allemande et vit depuis 2006 en France. Son expérience professionnelle, riche de bien plus de 20 ans, l'a guidé de l'informatique vers la gestion des processus à la sécurité. Robert a pu connaître pendant plus que 20 ans différentes industries comme le génie mécanique, la pharmaceutique et le pétrole. Depuis environ 10 ans, il s'est mis du côté consulting afin de mettre ses expériences au profit de beaucoup plus d'autres entreprises. Ses spécialités sont la gestion de projets interculturels et l'intérim management dans ce même contexte, la sécurité, le processus, la gestion des risques, le système d'information qui est l'approche stratégique. Actuellement, il est directeur général de l'entreprise Conseil Karmao en Allemagne. Il s'occupe d'autre part du rôle de CISO chez une université ainsi que 3 PME. Il est certifié comme Data Protection Officer PCB ISO 27001 Senior Lead Auditor. Voilà qu'est-ce que nous entendons. Bon, on aura 45 minutes. Notre panel sera divisé en 4 parties et on aura 15h15 en pôle. Alors, je démarre le thème qui est plein de questions, amende et pénalité. Bon, the floor is yours. Oui, tu reviens sur votre slide? Non. Oh, pardon, excuse-moi. Hop. Oui. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Différence internationale. Excuse-moi. Allemagne. Oui, mais comme nous 3 ou nous 4 sont tous des pays ou des origines différentes. Oui, on a
on a aussi des visions et je pense des expériences différentes. Donc, par exemple, en Allemagne, donc on va bien au niveau de l'Europe. Il y a des amendes qui sont exprimées, oui, qui existent, qui sont parfois très, très hauts. Euh, mais par contre, on voit pas beaucoup d'amendes passer en Allemagne. Et là, il y a des raisons parce que dans la législation pénale en Allemagne, oui, il y a grosso modo des problèmes de mettre une amende contre une entreprise quand c'est un délit pénal. Donc ça, c'est très, très difficile et normalement, il faut identifier vraiment la personne qui est responsable pour ça et après, on peut mettre une amende contre cette personne. Et d'autre part, c'est très difficile avec l'organisation en Allemagne parce que c'est pas organisé centralisé comme dans les autres pays. Et c'est pour ça chaque de nos Bundesländer, donc c'est RFA, donc République fédérale de l'Allemagne, et donc le fédéralisme fait là son tour aussi. Donc ça veut dire chaque Bundesland doit appliquer les règles de la RGPD de sa façon. Et parfois, c'est même difficile de s'adresser à la bonne autorité, car en plus des autorités des Bundesländer, il y a aussi des autorités qui sont en fonction de quelques, je dirais, métiers. Donc, il y a des églises qui ont leur propre loi de protection des données. Et quelques autres. Donc, c'est vraiment difficile. Et oui, et le dernier truc que j'ai vu hier, c'est ils ont mis une amende contre une entreprise de, je sais pas, autour de, c'était combien, je pense 5 millions à peu près. Après, c'est un cours de justice qui a diminué l'amende à 50 000 parce qu'ils ont dit c'est trop et c'est le pauvre entreprise et ça va pas. Euh, donc, c'est vraiment difficile avec les amendes et les pénalités de vraiment appliquer ça, au moins en Allemagne, et d'avancer la RGPD. Je demande excuse pour changer les slides. J'ai ici un problème de réseau. Et je passe on doit entendre aussi Peter pour la Belgique et Adrienne pour la France. Merci beaucoup, Robert. Qu'est-ce qui passe en différence internationale chez vous? Pour ton info, pour votre info, il y a un site web assez intéressant qui s'appelle enforcementtracker.com Super. et Très bien, qui en Peter. fait rassemble en fait un petit peu les amendes par pays ou par type d'amende. De l'autre côté, Robert, l'Allemagne est quand même assez active à ce niveau-là, donc même ils ont beaucoup de peine en fait pour faire passer en fait les amendes. Il y a quand même des amendes assez significantes à payer à ce niveau-là. Et je pense le dernier, c'était en fait une semaine passée pour un provider télécom, donc une fournisseur télécom, presque 1 million d'amendes. Il y a tout à fait en fait aussi un petit peu de différence pour les amendes en Belgique. Naturellement, il y avait déjà des amendes à ce niveau-là, mais même publiquement, donc l'autorité de protection des données a en fait mentionné que c'est pas leur but en fait de maximaliser les amendes, mais pour eux le message le plus important c'est en fait pour prendre des cas ou en fait prendre des situations significantes et pas nécessairement maximaliser les amendes, mais en fait faire le signal que certaines situations ne sont pas acceptables naturellement. En fait, le but primaire, c'est en fait de protéger en fait les droits des sujets, les personnes à ce niveau-là. Et donc, par exemple, si tu vois une des amendes, en fait, le mieux connu, sauf celui de Google, qui a été aussi attrapé, je pense, en France. C'est celui d'un des entreprises télécom Proximus. C'était en fait une des amendes assez grandes. Je parle de 50 000 euros. Parce que un des fournisseurs primaires de télécom en fait n'a pas en fait séparé certaines tâches du DPO avec des tâches de management de direction à ce niveau-là.
Donc, tu sais le trouver en fait facilement aussi sur le site Web Enforcement Tracker. De l'autre côté, même c'est quand même bizarre que le DPA n'a pas seulement attrapé en fait des organisations commerciales et tu trouveras en fait dans la liste aussi, par exemple, une amende je pense de septembre enfin de 2020, donc quelques mois passés. C'était en fait une responsable de communauté en fait qui a utilisé les données d'élection en fait pour faire du marketing et tout ça. Donc il y a plusieurs amendes aussi liées en fait sur la gestion communale ou des gens politiques à ce niveau qui ont mal utilisé en fait les données des citoyens à ce niveau-là. Donc la liste des amendes n'est pas très grande, mais je pense en fait le DPA en Belgique en fait a voulu faire en fait un petit peu signal en fait pour attraper certaines situations à ce niveau. Bon, et en France, Adrienne, qu'est-ce que tu partages avec nous? Alors en France, on a une structure qui est bien parisienne, hein, une autorité qui est pour l'ensemble du territoire, qui est assez ancienne, hein, elle date donc de 78, il y a de la création de la loi en France, et on a des, un champ d'action, une recherche qui est à la fois sur le public et le privé également. Alors, on a des organismes d'habitat, on a des associations qui ont été sanctionnées. Alors il peut y avoir des mauvaises utilisations de fichiers, on a eu également des grosses problématiques de conservation des données, hein. La CNIL en France regarde régulièrement, peut faire des contrôles en ligne, donc elle peut agir directement sur les portails qui sont disponibles sur Internet et puis depuis par exemple les extranets, etc., hein, donc en pouvant même utiliser des identités d'emprunt. Donc on a toute la partie, on va dire audit et qui peut se faire, donc contrôle qui peut se faire à distance. Et on a des sujets comme la sécurité de la donnée qui est vraiment prise au sérieux et la minimisation des données avec à la fois la collecte parfois est excessive. On l'a vu avec des fournisseurs d'accès à l'énergie. On l'a vu avec des entreprises qui font du commerce dans le prêt-à-porter également. Voilà, où là, il y avait des conservations excessives, où il y avait également potentiellement des accès un peu trop ouverts. Donc, ouais, un gros point quand même sur la partie sécurité, mais aussi à la fois public-privé. Là, les deux approches sont fonctionnables, hein, en l'occurrence. On rappelle à notre audience que les trois experts, chacun, il y a de contacts directs avec le gouvernement. Alors, on parle de grand parcours déjà au niveau d'expérience. Maintenant, sont 15 heures, presque 15. J'ai dit qu'on aura quelques secondes blocage de notre écran pour répondre au pôle. C'est une question que je vous invite à participer, à s'engager pour que nous pouvons discuter avec nos experts. OK? Alors, on attend le pôle, on demande à l'organisation de lancer en quelques minutes, on aura. Je vous invite à réfléchir qu'est-ce qui passe chez vous. Bon. Il n'est pas encore fait le share. Vous avez aussi le chat pour faire la participation. Pardon? C'est le Paul qui est là. Ah oui, il est déjà là? Oui, il est là. Oh, Petite question, Adrien. Est-ce que tu as vu en France en fait une change avant le lancement de GDPR avec les amendes ou le comportement CNIL avant le lancement officiel de GDPR ou pas? Alors, dans mes expériences, moi, j'ai pas eu de cas précis où il y avait un changement. Peut-être on peut voir au niveau des amendes, forcément, les montants maximum sont plus élevés. Bon, il y a un cas un peu emblématique, oui, qui est le cas Google, où là, on a quelque chose qui n'aurait pas été possible avant. Mais sinon, la CNIL continue en fait tous les ans en France de donner des thématiques, hein. Il y a des orientations qui sont fixées chaque année avec des secteurs qui sont visés en particulier. Et ça, c'est quelque chose qui s'inscrit plutôt dans la continuité. Ouais.
Et oui, bon, on a les résultats, c'est presque 50-50, n'est-ce pas? Donc, un petit peu de majorité avec 2% de plus, en fait, pense que la RGPD a été un succès, en fait, ces 2 années. Donc, on va voir, je vous on va invite voir, en fait. Je vous invite de discuter ça pour après parce que c'est étonnant ces résultats et c'est aussi très très bien pour réfléchir qu'est-ce qui passe chez nous avec le Covid. Est-ce que nous pouvons continuer, mes chers panélistes? Oui. Oui? Oui, Bon, vas-y. télétravail ou RGDP. Qu'est-ce qui passe maintenant? Les enjeux avec vous. Qu'est-ce qui passe? Adrien, vous pouvez commencer? Alors, le télétravail un peu à marche forcée qui est arrivé avec l'épidémie, avec le contexte sanitaire, a un petit peu complexifié la sécurité de la donnée, qui est un point, l'article 32 du RGPD. Et on s'est retrouvé avec des collaborateurs pas forcément formés, avec un cadre pas forcément maîtrisé. Et ça a pu changer un certain nombre de pratiques. On a digitalisé, on a utilisé des outils collaboratifs. Aujourd'hui, on se retrouve, contrairement à l'année dernière, dans un outil de visio dans lequel on répond à des sondages en virtuel. Donc voilà, ces pratiques ont complètement changé. Pour autant, a-t-on fait la sensibilisation et la formation des personnes? Pas nécessairement. A-t-on encadré les relations contractuelles correctement? Pas forcément. Et voilà. Alors que tout ça représente, on le fait parce qu'on le subit, donc on n'a pas l'impression de le voir comme une opportunité. Mais tout ça, en fait, on le fait rapidement, mais ça peut être un levier par ailleurs pour améliorer l'activité qui était faite auparavant. Voilà, donc il y a à la fois des enjeux, mais des points d'attention qu'il faut vraiment avoir. Et le RGPD avec l'obligation de la sécurité du traitement s'applique toujours. Voilà. Super. Robert, et Oui, chez donc, toi? oui, chez moi, c'est un peu comme en France, comme Adrien il a dit. Donc, oui, les entreprises, ils sont grosso modo forcés de faire ça. Je pense en France, on a eu une annonce claire lors du premier confinement que c'était, oui, tout le monde au télétravail, rester à la maison. En Allemagne, c'était pas aussi fort et je sais bien, il y a beaucoup des entreprises qui ont continué comme avant, grosso modo. Donc, je pense que la tendance était là en général aussi, mais pas aussi fort qu'en France. Euh, et à la fin, c'est un peu, oui, tout ce qu'on n'avait pas prévu et préparé auparavant, c'est difficile de le rattraper dans une situation de crise. Donc, si on n'a pas mis les bonnes règles en place et si on n'a pas pensé auparavant, qu'est-ce que ça peut donner en termes de protection des données personnelles et en protection de l'information en général, euh, on a du mal de le rattraper dans cette situation. Euh, oui, je ne sais pas, à mon avis, ça va rester pour beaucoup d'entreprises dans ce mode que beaucoup de collaborateurs travailleront à distance. Et dans ces entreprises-là aussi, maintenant, ils sont en train petit à petit de remettre ça en règle avec toutes les réglementations nécessaires. OK. Peter. Premièrement, pour votre info, on avait une autre session spécifiquement pour combiner en fait le télétravail avec le ISO 271, ISO 27701. Donc c'est en fait l'implémentation ISO de RGPD à ce niveau-là. Donc je pense que PCB va publier en fait aussi des sessions après. Donc ça pourrait être intéressant en fait aussi de les voir. Une des choses en fait en Belgique, naturellement au début de mars, dès que en fait la pandémie Corona a lancé, en fait beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes en fait pour attaquer en fait pour coordonner tout ça pour le travail à distance. N'oublie pas que presque 95% en fait des entreprises belges ce sont des petites SME, donc des entreprises à moins de 250 personnes. Deuxièmement, une des soucis qu'on voit aussi avec des entreprises ou des équipes de direction, en fait, c'est le contrôle à distance. Disons que
on est habitué en fait à contrôler ou à vérifier en fait les personnes, les employeurs et employés à ce niveau-là, d'avoir un contrôle physique quand quelqu'un entre ou sort le bâtiment, d'être sûr que les heures étaient prestées à ce niveau-là. Et il y avait certains cas aussi où les directions en fait ont demandé de aller vérifier et de forcer par exemple ce qu'on fait maintenant pendant les rendez-vous, d'avoir l'écran allumé et tout ça. Donc il y avait tout à Mais fait une discussion difficile à ce niveau-là. Oui. je ne peux pas laisser de dire que je suis étonnée avec les réponses de notre public, de notre audience, parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que c'était tout vraiment bien. Et avec le télétravail, on a tellement des enjeux et des situations qu'on ne pouvait pas prévoir. Et quelle est la limite de ma vie privée et de mon travail? Parce que je suis dans mon lit maintenant, je suis au Portugal. Est-ce que c'est possible de montrer un tout petit peu plus de ma vie pour vous ou pas? Mais je suis en télétravail, il faut allumer la caméra. Mais si j'ai quelqu'un ici malade, Oui, mais c'est exactement quelque chose en fait, et certainement pour certains gens qui ne sont pas habitués au télétravail et on ne connaissent pas tous concernant protection de données, ils croient de perdre le contrôle à ce niveau-là. Ils sont pas sûrs qu'en fait les gens vont prester ce qu'on a agréé, et en fait on pense fréquemment que une journée commence à 9 et c'est fini à 5 heures, mais certainement avec le télétravail il y a plus de possibilités. Disons que c'est très difficile de changer comme je dis ça, le mindset de vers les heures, vers les résultats à ce niveau-là. Deuxièmement, pour cette raison-là, beaucoup d'entreprises n'ont pas pensé en fait à régler avec une extension de contrat, par exemple, comment ça marche. Et au niveau légal, c'est aussi assez difficile parce qu'il y a naturellement des enjeux en fait, ou des défis à mettre dedans, parce qu'il y a aussi un côté légal et social en fait à régler à ce niveau-là. Et on a fait maintenant, heureusement après 6 mois, c'est presque réglé pour beaucoup d'entreprises. Mais il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là aussi pour faire marcher à ce niveau-là. Oui, mais je pense on subit, Pardon. oui, Pardon, je pense on subit encore tous les artefacts de l'ère de l'industrialisation, où c'était vraiment nécessaire d'être là de 8 heures du matin jusqu'à 16 heures, de faire tout le jour le même truc et pour optimiser les usines et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, mais dans la plupart des entreprises, on pense toujours comme ça. Donc ça veut dire, oui, comme tu l'as dit, oui, tu vas au bureau à 9 heures, tu pars à 17 heures et tout va bien. Et quand tu es à la maison, oui, tu peux te organiser ta journée comme il le faut, et tu dois être là pour les réunions, etc. Et après, oui, c'est le résultat qui compte et pas le temps que tu présent ou pas. Et là aussi, comment dire, beaucoup de responsables qui sont pas changés dans la tête et qui ont du mal de gérer des gens à distance parce qu'ils sont pas habitués à ça. Donc, et si c'est pas à côté de moi et je peux pas je sais pas, taper, frapper quand il faudrait pas, hein, c'est un peu comme ça, mais je vous invite à aller le prochain qui est l'impact global sur du RGPD. On dit, bon, on a beaucoup de choses à traiter. Je vous laisse commencer. Qui prend le schéma? Oui, Schrems 2, je pense, il a, après le cas de Facebook et avec en fait le lancement des critiques en fait sur la liaison entre Europe et US à ce niveau-là, les États-Unis, avec le Schrems 2 maintenant, il a forcément pu en fait rebalancer l'idée à ce niveau-là.
Je vois quand même que ça a forcé en fait les entreprises en fait de repenser leur transport des données en fait vers les États-Unis. N'oublie pas naturellement maintenant après quelques années on est presque habitué à l'utilisation de clouds et c'est très difficile à ce niveau-là de le gérer tout ça. Donc beaucoup des entreprises globales permettent maintenant en fait de régionaliser ou nationaliser les données, disons que limiter la distribution des données en fait localement ou régionalement. Quand même, je pense, est-ce que c'était en fait la semaine passée que Google a annoncé en fait de rediscuter ou de réinitialiser certains des programmes de licence. Et par exemple, le programme minimal, disons que pour des petites entreprises, donc ils ont éliminé en fait le choix de région. Donc quand même, je pense que le Schrems 2 va avoir des impacts, sinon pour des semaines, sinon pour des mois prochains en tout cas. Donc il y a beaucoup d'entreprises et entreprises de services qui ont mal à mettre tout ça en ordre. Donc, Et Adrien, en France, l'impact global do RGPD, como ça se fait au niveau de sensibilisation des gens, take back your privacy? On a vu, nous, l'autorité de contrôle a vu clairement une augmentation des plaintes des personnes. Les gens ont commencé à comprendre ce que c'est que le RGPD. Tout le monde n'a pas encore compris complètement, mais les gens savent qu'ils ont finalement ils ont des droits. Donc à partir de là, ils ont pris un peu le sujet en main en pouvant faire des réclamations auprès de l'autorité de contrôle, auprès de la CNIL. Et parfois, ils n'hésitent pas, même en matière de rapport de force, à utiliser le RGPD comme outil. Ça se voit, par exemple, en matière RH, où les syndicats peuvent utiliser le RGPD comme un levier, ou dans d'autres cas. Voilà, pour renégocier des contrats, puisqu'il faut faut mettre à jour les contrats avec les clauses comme on les attend bien. Et ça peut être l'occasion de renégocier un prix, un tarif. C'est chaud, hein? Robert, tu as quelque chose pour ajouter? Oui, en Allemagne, on fait à peu près les mêmes observations comme les a montré Adrien. Donc, c'est aussi, il y a beaucoup de gens, ou de plus en plus de gens qui ont compris leurs droits et de demander des informations, qu'est-ce qu'il est stocké de ma personne chez vous, etc. Et aussi, il y a des gens qui se plaignaient auprès des autorités, mais il y a aussi des gens qui abusent. Ça, on a plusieurs cas. C'est mon impression pour l'instant. Donc, ça se fait souvent dans les endroits où ils sont traités des données de santé. Parce que là, les gens, ils comprennent pas trop les relations et parce qu'il y a les législations des hôpitaux et toute l'industrie de santé qui fait pas mal d'exceptions auprès ou en comparaison avec la RGPD. Ils ont plus de droits Les pour quelque chose. applicatifs pour le COVID, je lance un thème que ce n'était pas prévu. Ça, c'est pas une exploitation des données privées? Non, je pense Non? pas. Ok. Je sais pas. Alors, on va Si on croit qu'ils ont expliqué comment ça fonctionne, non, mais on ne sait pas. Ça c'est toujours le problème avec toutes les solutions, à mon avis. Il faut croire ce qu'il est expliqué parce que je pense aucun de nous peut vraiment analyser qu'est-ce qui se passe derrière. Et encore Exactement. juste une autre petite chose sur Oui. l'impact global, parce que l'impact global, ça sort bien de l'Union européenne. L'impact global du RGPD, c'est bien dans beaucoup de pays qui sont hors Europe. Ils sont en train d'implémenter des choses qui ressemblent très au RGPD et de mettre en place les mêmes réglementations, d'une part parce qu'ils ont compris ça c'est bien et d'autre part pour rester compétitifs et pour pouvoir agir en Union européenne qui reste néanmoins encore un marché intéressant pour beaucoup d'entreprises. Donc ça veut dire
oui, donc même dans les pays dans des pays arabiques et des endroits comme ça où on n'a jamais pensé d'entendre parler du RGPD, ils avancent dans la bonne direction maintenant. Je pense exactement un des points assez importants et presque une conclusion concernant l'impact global, que en fait le contenu des RGPD a premièrement beaucoup d'impact sur en fait la gestion des données globalement, correctement, mais je pense une remarque assez importante de toi, Robert, c'est en fait beaucoup de pays en fait a repris une modèle ou de d'autres en fait du RGPD pour en fait assembler le même type de protection à ce niveau-là, et même si tu vois par exemple en États-Unis, il y a California par exemple qui a déjà pris l'initiative au début, déjà longtemps passé je pense, mais ils ont assemblé en fait le même type de sécurisation des données en fait dans leur loi, et comme tu le vois aussi des autres pays, Japon, Brésil, donc le vrai résultat à RGPD à ce niveau-là, c'est un des points que internationalement c'est maintenant accepté de take back your privacy, c'est un des droits fondamentaux à ce niveau-là. Donc, et j'ai même vu des nouvelles en Chine aussi, donc je ne sais pas que c'est vrai, ça va marcher là-bas, mais en tout cas c'est une bonne discussion, je pense. Donc, oui, système totalitaire et privacy, ça peut être difficile. C'est dur de vous couper la parole, mais on a encore le problème opérationnel pour les entreprises, à vous qui nous entendent et qui pensent avec nous. Quels sont les types de problèmes aux gestion opérationnelle que vous avez? Alors, je vous passe Adrien. Est-ce que tu commences? Oui, oui, je commençais. Bah, c'est toujours moi qui commence. Mais bon, en termes de. Non, mais il y a quand même le chantier de la mise en conformité qui est un chantier qui est une tâche de fond qu'il faut mettre en œuvre et qui prend du temps. Il faut faire bouger les lignes dans les organismes, c'est pas forcément évident. Il y en a certaines qui n'ont toujours pas nommé ni de chef de projet ni de DPO pour ce sujet, hein. Même des autorités, des organismes publics qui ont l'obligation, en tout cas en France, qui ont l'obligation d'avoir un DPO. Donc ça, déjà, on n'a pas forcément le chef de projet, alors que ça fait 2 ans que le Ça, c'est RGPD. vraiment quelque chose d'incroyable, cette histoire de DPO. Hein? Ouais. J'ai vu vous entendre. C'est toujours le mouton à 5 pattes, hein, le DPO qui connaît l'organisme, qui connaît la technique et qui connaît le domaine juridique. C'est vrai que c'est pas forcément facile à trouver, et d'autant plus dans les organismes publics qui ont des process de recrutement qui sont plus complexes que dans le privé. Donc il y a ce sujet. Et après, il y a la partie cartographie, qui est pas forcément un sujet facile non plus, qui prend du temps d'aller collecter, d'aller comprendre. Et puis oui, on se rend compte souvent là que on n'est pas bon, hein. On découvre des archives à la cave. Voilà, après, ce sont les joies de la cartographie et de l'audit. Robert, chez toi, comment ça se passe aussi en Europe? Chez moi, tout va bien. Je suis en France, donc c'est comme chez Adrien. En France, pardon. Non, mais en Allemagne aussi, avec les DPO, c'est pas tout le monde qui le sait, mais en Allemagne, il est obligatoire de nommer un DPO dès qu'on a plus que 10 personnes qui traitent des données personnelles, et déjà l'utilisation d'une adresse mail, c'est considéré comme traitement des données personnelles. Donc ça veut dire, c'est grosso modo tous les PME et toutes les autres entreprises, et peut-être quelques petites TPE qui ont pas beaucoup de collaborateurs ou qui font un métier où on n'a pas besoin d'email, ils sont pas concernés. Et ce DPO, oui, il est pas toujours nommé. En plus, il est responsable de tout ça. Est-ce que ça sert pour quelque chose? Qu'est-ce que ça sert? Donc, à la fin, le rôle du DPO, c'est de protéger de garder les droits des personnes concernées. Donc, ça veut dire, ça c'est aussi un truc qui est pas bien compris par beaucoup d'entreprises, que le DPO, il est pas là pour défendre mon entreprise. Premièrement, il est là pour défendre.
C'est ça. Il est là pour défendre les droits des personnes qui sont concernées par mon traitement de données personnelles. Et c'est là où il y a souvent, comme tu as dit, un conflit parce qu'il est là, il peut rien décider dans l'entreprise. Oui, il peut rien décider dans l'entreprise. Il peut conseiller au PDG ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, mais c'est le PDG qui reste responsable pour ça. Et Oui. c'est aussi, oui, on a souvent la réponse, oui, mais j'ai fait un contrat avec vous, maintenant c'est vous qui êtes responsable, pourquoi c'est moi qui ai un problème? Et oui, donc c'est difficile. Donc c'est aussi la question, c'est pas que est-il formé le DPO, donc c'est plutôt est-il formé le responsable dans l'entreprise pour moi. Oh, Et ça c'est parfait. plus important. Oui, donc le chantier c'est très souvent initié, mais c'est pas forcément oui initié, oui, mais pas forcément la mise en conformité. On est souvent assez loin. Cartographie des données, c'est aussi c'est un sujet très difficile déjà d'identifier les données qui sont traitées. Et oui, après on a aussi des réponses comme oui, mais j'ai que 2-3 données personnelles. Oui, mais même tu as une des données personnelles, c'est le traitement des données personnelles. Il faut protéger ce processus. Et c'est bon, donc et c'est difficile. Et là, le sous-titre audit versus confinement, oui, les audits, ça se fait même en confinement, même si c'est plus difficile, mais ça marche. Même si c'est, oui, les audits sont en général pas appréciés en période de confinement, encore moins, mais ça marche quand même. Peter, et chez toi, en Belgique? Oui, comme je disais avant, majorité en fait des entreprises, en fait côté commercial, 95 et plus % en fait, ce sont des petites entreprises et quand je discute ou quand je vois les clients, les entreprises, beaucoup de ces petites entreprises pensent quand même que le RGPD n'applique pas à eux. Donc, premièrement, donc c'est très difficile à faire comprendre exactement comme Robert a expliqué que même le petit traitement des données, comme les mails, tout ça, sont considérés en fait une partie d'inventaire à ce niveau-là. Et c'est très difficile à faire comprendre à ce niveau-là. Deuxième chose en fait, c'est par exemple le note en fait d'information sur le site web. Si on demande, et je fais fréquemment en fait des audits aussi pour les ISO, une de mes questions standards, est-ce que montrer en fait, où je vais investiguer moi-même, de montrer le note de privacy et de protection des données en fait sur le site web et c'est même obligatoire en fait de faire une note, une liste des traitements des données à ce niveau-là et c'est pas fréquemment mis en ordre correctement à ce niveau-là. Et en fait, exactement, la cartographie des données, en fait, c'est une des bases des actions qui n'est pas bien faite dans la majorité des cas. Et comme j'ai mentionné aussi avant, l'autorité des protections de données en fait a mis aussi un petit peu d'attention à ce niveau-là parce que c'est la base de protection. Naturellement, si on a une bonne cartographie, tout le reste suit. Disons qu'on nécessite une gestion des risques, tout ça, mais si on n'a pas de cartographie, ça marchera pas. Deuxièmement, un point assez sensitif aussi, c'est en fait les agences de direct marketing, par exemple. Donc, ils ont collectionné en fait beaucoup de données en fait commerciales, même privées à ce niveau-là. J'ai eu un cas même cette semaine-ci, une entreprise qui a envoyé en fait des folders et tout ça et à ma femme en fait et on ne savait pas où ça venait et donc j'ai fait un petit appel à cette entreprise et elle disait bon on a collectionné en fait les données 15 années passées. Et maintenant, je me souviens, même ma deuxième enfant, la petite, en fait, a 15 ans. Donc, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, ils ne réalisent pas, et même à ce niveau-là, c'est très difficile de faire comprendre que
une gestion propre à ce niveau-là demande en fait aussi une gestion générale, disons, un nettoyage des données, de demander aussi l'accord en fait pour les maintenir même après certaines années. Donc, certainement pour les entreprises, direct marketing, ça reste très difficile de le faire comprendre comment ça marche. Je vous remercie beaucoup de partage personnel parce que nous ne pouvons pas oublier qu'avant d'être professionnels, nous sommes aussi citoyens. On fait partie d'un État, pour l'instant, qui est la Union européenne ici, mais on a les droits civils avant aussi notre certification professionnelle X, Y. OK. Alors, je passe pour les conclusions pour donner l'opportunité à l'assistance de poser des questions. Et je retiens 3 grands éléments de ce débat qui chaque slide pouvait créer l'autre panel. Ce ne sont pas les seuls, mais sont quelques que je prends le plus important. D'abord, la prise en compte de la différence de l'abordage entre Allemagne, France et Belgique, dans l'Union européenne, c'est énorme. Nous avons aussi souligné, c'est un sujet vérité assez complexe parce que la notion de manipulation de données individuelle n'est pas, je dirais, ne s'éclaire pas immédiatement et que ça, c'est un sujet grave. En plus qu'on travaille maintenant en télétravail. On ne sait pas à quel point les cookies qu'on le laisse passer sur notre portable, notre ordinateur, va récupérer des données sur notre vie de nos enfants. Et parce qu'il porte une protection de la vie privée comme la protection des fondements d'une société démocratique. Et finalement, l'impact de ces thèmes des grandes entreprises, des grandes boîtes, la société sont habituées à le big data, à le RGPD, c'est déjà quelque chose de bien ciblé, mais c'est un cap de toute façon effrayant. Mais pour vous, les petites structures qui font partie maintenant du PICB, à une taille humaine, c'est beaucoup plus possible de s'adapter simplement à ces nouveaux règlements avec l'aide des experts. Alors, je passe à John, au chat, s'il y a des questions à poser directes. Je ne sais pas si vous avez reçu, j'ai ici une question ou deux que j'aimerais bien partager avec vous. Je ne sais pas, vous avez reçu quelques informations de mes chers panélistes? Non? Bon, j'ai ici une question. On a vu qu'avec le COVID et le confinement obligatoire, beaucoup de business ont migré par le e-commerce. Jusqu'à quel point pensez-vous que le RGPD peut créer une barrière? Ouvert, the floor is yours. Donc, le e-commerce, est-ce que ça a impacté en fait a été impacté par le RGPD? C'est la question, n'est-ce pas? Oui. Je pense en fait à ce niveau-là, la registration certainement pour le commerce, même à ce niveau-là, heureusement, je pense que c'est un des sections de protection des données qui est du mieux configuré à ce niveau-là, parce que naturellement e-commerce c'est lié aux des contrats et des transactions à ce niveau-là. Comme je dis avant, je pense le commerce même, pas nécessairement, mais le marketing, oui. Disons que la gestion de données, en fait, des contacts à ce niveau-là, oui. Donc dès qu'on passe, et aussi naturellement c'est géré par la RGPD, dès qu'on passe dans un contrat à ce niveau-là, l'entreprise est naturellement permis d'utiliser ces données-là. Mais je pense que le point le plus important et le plus critique pour la RGPD, c'est de phase avant. Bon, Robert, tu as quelque chose à ajouter? Non, avant Peter, j'ai ici l'organisateur qui demande qu'on n'a pas bien saisi le nombre de sites qui publiaient les amendes par pays. Pouvez-vous mentionner à nouveau le nom du site où on trouve les amendes par pays? C'est Enforcement Tracker, donc un Enforcement Tracker avec t.com.
OK. C'est ensuite OK. assez intéressant Merci. qu'en fait, qui rassemble en fait au minimum les données publiques. Hein. Donc, en fait, ils traquent, ils font une recherche sur les amendes publiées. Merci. Enforcementtracker.com. Enforcement. OK. Merci, Peter. Robert, Adrien, quelque chose à ajouter? J'ai deux autres questions. J'ai deux questions de plus, mais le temps arrive jusqu'à la fin. Oui. 45, on a déjà, je crois que les différents, j'ai plein de questions, mais je pense qu'on aura de l'autre panel et je vous laisse aussi l'opportunité de c'est pas le prochain défi parce que nous ne sommes pas des futurologistes, non plus de sourcières. Qu'est-ce que ça va passer? Et je vous laisse un petit mot, petit message pour notre audience. On y va? Robert, qu'est-ce que tu commence à dire? Qu'est-ce qui va passer? Bonne question. Donc, à mon avis, ça va continuer son chemin. Peut-être on va avoir une amélioration du RGPD dû aux expériences qu'on a aujourd'hui avec les choses qui marchent moins bien. Et comme j'avais dit tout à l'heure, et ça va se répandre dans le monde, partout et pas qu'en Europe. J'ai l'autre question que j'ose de poser parce qu'il y a quelqu'un de notre audience. Bonjour, quelles seraient les solutions pour assurer la conformité des données personnelles archivées depuis des années, comme vient dit Peter, et pourquoi les cookies des navigateurs ne seront pas par défaut sur refusés? Qui prend ça? C'est la dernière, on doit vraiment finaliser. C'est exactement le point de balance à ce niveau-là. Disons que je vois maintenant en Belgique, par exemple, on a par défaut maintenant presque tout refusé, sauf les cookies fonctionnels à ce niveau-là. Et je pense c'est exactement important parce que, bon, naturellement, les cookies, certainement au niveau technique, font part en fait de ces applications web pour bien marcher à ce niveau-là. Je pense on va y arriver, mais naturellement, je ne sais pas qu'on peut faire sans les cookies. Je pense pas. Mais naturellement, ça va prendre un petit peu de temps pour standardiser en fait l'utilisation des cookies à ce niveau-là. Mais je pense qu'on est en bonne route pour ça. Donc. Mais bon. On doit finir. Pardon. Adrien, un petit mot pour dire au revoir. Bon, avant de dire au revoir. Mais le RGPD, c'est quelque chose qui est vraiment une opportunité pour moi, qui est l'occasion d'aller chercher chaque business unit de l'entreprise, chaque service, parce que tout le monde traite de la donnée personnelle. Donc c'est un projet qui peut être fédérateur, qui peut amener à rationaliser et donc en plus du ménage, on peut gagner, on peut faire des économies et on peut les faire de la meilleure des façons. C'est-à-dire que ça va être l'occasion. On voit aujourd'hui en parallèle avec l'évolution des ransomware qui se mettent à maintenant à rançonner en diffusant les données confidentielles et personnelles. Ils se mettent à fonctionner comme ça pour obtenir les rançons qu'on ne donne plus parce qu'on commence à avoir compris les sauvegardes. Donc justement, l'idée, c'est de joindre à la fois les menaces qui ont évolué avec cette nouvelle réglementation qui peut nous permettre de faire les choses mieux et de les faire selon l'état de l'art. Donc même pour une petite structure, même pour un petit site de e-commerce, normalement ça ne représente pas une difficulté, mais il faut que ce soit un projet bien mené. Ouais. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention, participation, enthousiasme et surtout partage. Notre coordination ici, où nous sommes au PICB et jusqu'à la prochaine. Merci mes chers panélistes. Un grand merci, je vous embrasse. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.